Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. La capitale allemande met souvent ses visiteurs et ses habitants KO debout. Trottoirs défoncés, administration débordée, sans parler de la saleté et de l'aéroport. Sa réputation de ville dysfonctionnelle n'est plus à faire, même si Madame le maire s'en défend. Nein, es ist nicht alles gescheitert. Un beau fiasco tout de même, c'est l'organisation des élections régionales en septembre 2021. Il y a eu tellement d'irrégularités que le scrutin a été annulé. On revote ce dimanche et évidemment la majorité municipale dirigée par le SPD est sous le feu des critiques. Pourtant Berlin continue de fasciner et d'attirer, au risque peut-être de se perdre elle-même. Babylone qui peste et empeste, Berlin est belle parce qu'elle est rebelle. Bienvenue dans cet épisode sur Berlin, mais il ne va pas seulement être question de la ville, puisque la capitale allemande a le statut d'État fédéral de Bundesland, et donc forcément elle a son mot à dire aussi dans la politique nationale. Elle détient 4 sièges au Bundesrat, la chambre haute du Parlement. C'est donc cela qui est aussi un peu en jeu lors des élections de ce mois de février. En septembre 2021, les électrices et les électeurs de la capitale ont voté pour une majorité de gauche, SPD, Verts et le parti Die Linke ensemble. Mais le même jour se tenait le marathon dans la ville et à cause des rues bloquées, il y a eu des problèmes dans l'acheminement des bulletins de vote. Certains ne sont pas arrivés dans les bons bureaux. Cela a créé des délais d'attente à 18h. On avait des estimations alors que les urnes n'étaient même pas fermées dans quelques circonscriptions. Je vous passe le bras de fer juridique qui a suivi. Bref, il faut refaire ce scrutin. Et il y a eu ces derniers mois tellement de doutes sur la capacité de Berlin à organiser ces élections que l'OCDE a même envisagé d'envoyer des observateurs. Berlin, la capitale où tout part de travers, a écrit récemment le site internet Politico. On n'a pas oublié les 7000 défaillances techniques du nouvel aéroport, 8 ans de retard, ou tout simplement ces travaux permanents partout. Je suis venu à pied de Alexanderplatz jusqu'à mon bureau, c'est-à-dire que j'ai longé la Unter den Linden. Et j'étais ravi. C'est la première fois en 30 ans que cette avenue n'avait plus de travaux. Ça, c'était la voix de Christophe Bourdoiseau, expert berlinois depuis 1994. Vous allez l'entendre, mais d'abord, je voudrais qu'on commence avec ce dernier scandale en date à Berlin. Conflit ouvert entre la municipalité, la régie des transports et le groupe immobilier français Covivio qui construit un building en centre-ville. Le chantier aurait fragilisé les tunnels du métro. Cela entrave le trafic depuis 3 mois déjà. Reportage David Philippot. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. Un train toutes les 15 minutes, alternativement dans un sens ou dans l'autre. Sur 4 stations, la ligne U2 circule comme on marche sur une seule jambe. Sur le quai, Manfred souffle. Une demi-heure de plus pour aller travailler. Pour moi, tous les jours, c'est beaucoup. Mais ce Berlinois pure bière en a vu d'autres. C'est comme ça à Berlin. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre. J'ai grandi en RDA et c'était toujours comme ça. Rien n'était jamais à l'heure, nulle part. Mais on se disait, ceux de l'Ouest, ils vont nous montrer comment fonctionnent les choses. Maintenant, ça fait plus de 30 ans et les choses ne s'arrangent pas. Au contraire, elles ont pire. Fanny descend péniblement les escaliers de la station rendus glissants par la neige. De l'autre côté du quai, un grillage ferme l'accès à la voie. La cloison s'est enfoncée de 4 cm. Elle menace de s'effondrer sous l'Alexanderplatz. Des travaux partout, des déviations partout. Ou alors ce sont les trains qui ne partent pas du tout. Et ce ne sont pas seulement les rues et les maisons qui sont capoutes. Ce sont aussi les gens qui sont cassés parce qu'ils ne peuvent plus se payer cette ville. Nous allons quitter Berlin. Nous sommes nés ici, mes parents sont nés ici, mais nous partons. Justement à cause de cette ville qui ne fonctionne pas. Qu'elle évolue et que les temps changent, ça on peut l'accepter. Mais ce n'est plus le Berlin dans lequel on veut vivre. On ne veut plus de chaos. J'ai 48 ans de chaos derrière moi. Pour Lorenz Marolt, rédacteur en chef du Tagesspiegel, un journal berlinois qui répertorie consciencieusement, s'amuse et s'agace des pannes de l'administration municipale, la ligne U2 est un bon exemple d'une ville qui ne marche pas droit.
Oui, c'est une incompétence organisée et donc une irresponsabilité généralisée. Cela signifie qu'à chaque fois que la situation pose problème, on refile ce problème à un autre et on laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Et dans le cas du métro, après coup, personne ne se voit responsable. L'entreprise dit qu'elle n'est pas vraiment responsable, l'administration dit la même chose, mais ce sont les citoyens qui sont pénalisés, qui doivent se passer pendant des mois, voire des années, d'une des liaisons centrales les plus importantes de cette ville. À ce stade, la date avancée pour la reprise du trafic normal, c'est le mois d'août. Enfin, normalement. Pour une fois, ce n'est pas la faute de la régie des transports, la fameuse BVG, qui il y a 3 ans avait essayé de faire classer ses pannes, son inconfort, sa puanteur auprès de l'UNESCO, arguant qu'on avait là une forme de quintessence dans l'incompétence humaine. Alors tout ça a été ironique évidemment, mais c'est tellement Berlin, on a à peu près tout résumé là. Cette ville, c'est un extraordinaire pied de nez à tous ceux qui pensent que l'Allemagne est forcément moderne, organisée et efficace. Et c'est pourquoi je suis donc allée voir Christophe Bourdoiseau, qui connaît toutes les facettes de Berlin, puisqu'il y travaille comme journaliste, comme guide touristique, et qu'il y vit aussi comme artiste. Il est musicien et chansonnier. J'ai commencé par lui demander pourquoi Berlin déroute autant que cela, à rebours de tout ce qu'on peut attendre au premier abord en arrivant dans la capitale de l'Allemagne. C'est ça, les gens pensent que c'est une grande ville. En fait, c'est une grande ville en termes de population. Elle a fait 8 fois la surface de Paris. Mais c'est une ville qui a été fusionnée en 1920. Donc c'était en fait un ramassis de petits villages. C'est pas une ville qui s'est embourgeoisée. Si vous restez dans le centre de Berlin, vous allez voir beaucoup de touristes, de bobos, mais tout en périphérie, c'est le vrai Berlin, c'est le Berlin prolétaire. C'est ça qui donne aussi la caractéristique de cette ville. Et surtout, il y a un élément très important, c'est que Berlin a 1 million d'habitants de moins qu'avant la guerre. C'est la seule grande ville en Europe qui a perdu des habitants et qui n'en a pas gagné. Il n'y a pas d'agglomération. Donc on a une ville qui est restée en fait jusque dans les années 2000 dans sa forme du siècle dernier. Et là, ça change, tu viens de le dire, le tournant des années 2000. Berlin, là, en ce moment, gagne de nouveau de la population, va passer la barre des 4 millions d'habitants d'ici la fin de la décennie. Mais les infrastructures ne suivent pas du tout. Oui, Berlin, c'est une ville qui s'est attachée à reconstruire d'abord. Ici, on chauffait au charbon encore jusque dans les années 2000. Une ville qui était sous perfusion, qui recevait des milliards de subventions, donc il n'y a pas besoin vraiment de faire de réformes. Donc Berlin a oublié de regarder vers l'avenir. Et puis il y a eu la crise immobilière, enfin plutôt la crise financière qui a beaucoup influencé sur l'immobilier, c'est que d'un seul coup, les loyers ont explosé. À Berlin, on partait de très bas. Et on s'est retrouvé dans une ville avec des loyers maintenant qui atteignent les niveaux des grandes capitales européennes. Et ça a des conséquences énormes sur le tissu social de la ville. Beaucoup de gens sont obligés de déménager. Donc moi, dans mon quartier, j'ai habité à Prenzlauer Berg, c'était l'ancien quartier au bord du mur du côté est. Quand je suis arrivé en 1994, il y avait surtout des Allemands de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'Allemands du tout. C'est surtout des gens qui viennent du monde entier. Et c'est un quartier qui a été complètement transformé par la spéculation immobilière. Oui, c'est devenu un quartier très recherché par des populations ultra aisées du monde entier. Il y a beaucoup d'anglo-saxons notamment, alors que du temps du mur, c'était le quartier des artistes, des contestataires aussi de la RDA, qui habitaient dans des immeubles presque encore en ruine. Après 89, c'est cet esprit-là qui a essaimé dans toute la ville. On se souvient de la phrase de l'ancien maire Klaus Wowereit, très fameuse phrase qui disait « Berlin est pauvre, mais sexy ». Beaucoup d'artistes venaient ici parce que c'était pas cher et qu'il y avait des grands espaces libres, des grandes pièces libres, notamment à l'Est, pour travailler. Et beaucoup m'ont dit « Pourquoi rester à Berlin avec des loyers qui sont les mêmes qu'à Munich ?» alors qu'à Berlin, il n'y a absolument aucun marché de l'art. Puis les clubs ne peuvent plus payer leur loyer. Donc il y a beaucoup de clubs qui ferment ou qui vont en périphérie. Donc tout ce qui faisait la caractéristique de Berlin, c'est-à-dire la vie nocturne, disparaît petit à petit. Et elle n'a plus ce caractère familial qu'elle avait avant, puisque tout le monde se connaissait. La moindre entrée, c'est 10 à 20 euros, alors qu'à l'époque, c'était gratuit pratiquement. Les entrées, il y avait des boîtes de nuit partout. Bon là, quand même, Berlin essaye de sauver un petit peu ce monde de la nuit. Elle a officiellement donné au club le statut d'institution culturelle. Il faut quand même rappeler que c'est une activité qui draine 1,5 milliard d'euros par an, qui fait venir un tiers des touristes. C'était les chiffres avant le Covid. Mais quand même, c'est l'un des rares secteurs économiques qui marche ici, parce que sinon, il n'y a pas de grandes entreprises, de sièges sociaux, pas vraiment de grands centres de recherche. Même les universités de Berlin ne sont pas les meilleures du pays. C'est une ville de rien, en fait. C'est une ville de tout et de rien. Évidemment, c'est ça qui donne son charme. Rien ne fonctionne. Ici, pour avoir un rendez-vous à l'administration, il faut attendre des mois. Pour prendre un avion, il faut arriver parfois la veille même. Nous, on est parti en avion, on est arrivé la veille pour être sûr d'avoir l'avion.
Oui, mais il faut être sincère aussi, Christophe. Ce chaos permanent, cette ville jamais aboutie, ce n'est pas nouveau. Et c'est même peut-être ce qui nous a plu, à toi comme à moi, quand on s'est installé ici. Disons que c'est la même chose qu'autrefois. Mais autrefois, on gérait le chaos. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu le niveau des loyers et les impôts qu'on paye, on a quand même le droit de réclamer quelque chose. C'est ça la différence. Donc à l'époque, quand je payais mon premier loyer, je crois que c'était 50 €, puisque c'était 100 marks. Mon voisin d'ailleurs trouvait que c'était un peu cher. Bon, je n'allais pas me plaindre, ou que ce soit d'ailleurs, je ne sais pas où me plaindre, parce qu'on n'avait absolument aucun contact avec une administration. En fait, Berlin a vécu trop longtemps sur les acquis, entre guillemets, de la guerre froide. C'était à l'époque un espèce d'îlot d'exception au cœur de la RDA, et donc elle était aidée, subventionnée par l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi les Américains, les Britanniques, les Français. C'est une ville sous tutelle. Il y a tout un système à repenser à Berlin. Le système scolaire est l'expression de cette absence de politique, de vision d'avenir, puisque clairement, ils n'ont pas été capables de prévoir l'évolution démographique et notamment la natalité dans certains quartiers. Donc ils se sont aperçus au moment où il y avait des inscriptions qu'il fallait embaucher des enseignants et construire des écoles. Donc la mairie, le Sénat peut vous attribuer d'office un lycée qui se trouve à l'autre bout de la ville. C'est comme si vous viviez au centre de Paris et on vous donnait un lycée à Cergy-Pontoise, par exemple. Oui, c'est complètement dingue quand on y pense. Et il y a aussi des établissements scolaires qui recrutent par tirage au sort. Alors du coup, certaines familles vont contester la méthode. Évidemment, la ville ne peut rien dire contre. Et de fait, à Berlin, c'est un petit peu en fait toujours comme ça. On a parfois des bonnes idées et des bonnes initiatives, il faut le reconnaître. Mais au final, la loi ou le projet est tellement mal ficelé qu'il y a toujours quelqu'un qui va réussir à le faire annuler juridiquement. Berlin n'a pas été capable de créer une seule zone piétonnière depuis la chute du mur. Dans une ville en plus où c'est là où il y a le moins de circulation en Allemagne. C'est là où il y a le moins de voitures par tête d'habitants. Il y a des rues entières où il n'y a pas de circulation. On pourrait les fermer, faire une zone piétonnière sans problème. Et ils ne sont pas capables de faire ça parce que c'est trop compliqué. Bon, il faut quand même dire que là, depuis quelques jours, on a une tentative en centre-ville dans la Friedrichstraße. C'est instauré par les Verts, qui se sont d'ailleurs passés de l'accord de Franziska Giffey, la maire SPD. Bon, on va dire que c'est lié à la campagne électorale et que les partis de la coalition ne sont pas au top pour discuter ensemble. Il faut dire aussi que c'était suite à un premier échec, puisqu'au début, on voulait que cette rue devienne une rue cyclable, mais il y a eu des plaintes et ça a dû être annulé. Et c'est exactement comme cette fameuse loi sur le blocage des loyers, il y a quelques années. C'était pour faire face à la spéculation immobilière. En soi, pas une mauvaise chose, mais c'était tellement mal préparé, tellement mal rédigé, que l'affaire a fini devant le tribunal constitutionnel et évidemment, elle a été retoquée. Ça montre comment Berlin, en fait, s'occupe tout simplement toujours de corriger ses erreurs. Donc là, il y a aussi le référendum sur l'expropriation des grands groupes immobiliers à Berlin. Bon, ils ne sont pas obligés de suivre les recommandations du référendum, c'est juste une sorte de sondage auprès de la population. Donc voilà, on a un débat qui ne sert absolument à rien, puisqu'il n'aboutira à rien du tout. On se retrouve toujours au début du problème. Mais pourquoi ils sont vraiment si nuls que ça? C'est de l'incompétence ou bien il y a quelque chose de structurellement dysfonctionnel ici? Je ne sais pas si tu te souviens de cette blague, quand on attendait l'ouverture de l'aéroport, on disait qu'il fallait mieux peut-être raser Berlin et la reconstruire près d'un aéroport qui marche déjà. C'est certainement de la compétence, mais cette ville a été aussi, pas l'oublier, pendant plus de 40 ans divisée, et donc il a fallu remettre toutes les structures. Ils ont licencié énormément de personnel, donc il n'y a pas beaucoup de personnel. Donc c'est une ville énorme à gérer, et il ne faut pas oublier, c'est la plus grande ville d'Allemagne, fait avec presque 4 millions d'habitants. Hambourg, c'est 2 millions d'habitants. Et pourtant, tu restes. Pourquoi ? Moi, je me suis toujours intéressé à la chanson, à la musique, c'était toujours mon activité annexe, et Berlin m'a offert l'espace, le temps de faire ça. Donc, mais aujourd'hui, c'est au même niveau que les autres villes. C'est que ce Berlin-là a disparu quand même. L'intérêt qui reste, c'est évidemment peut-être l'énergie. Parce que Berlin, c'est une ville qui est surtout faite par les gens. C'est les gens qui viennent qui donnent ce caractère à la ville. La diversité des gens qui permet aussi d'enlever beaucoup de barrières sociales. On est très à l'aise à Berlin, on peut s'habiller comme on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est une ville très libérale finalement. Et c'est vrai que Berlin quand même reste agréable dans l'espace vert, mais sa qualité de vie à ce niveau-là. Merci Christophe Bourdoiseau pour l'entretien. Parfaite transition pour rappeler que Berlin dispose du plus grand parc urbain du monde sur l'ancien terrain de l'aérodrome de Tempelhof, où les habitants n'ont d'ailleurs pas voulu qu'on mette des immeubles. Berlin a aussi 60 km² de lacs et de rivières, plus de ponts qu'à Venise. C'est une ville multiculturelle, 40% de la population est née à l'étranger.
Elle a un réseau unique au monde d'écoles bilingues, publiques et gratuites. Gratuit aussi les jardins d'enfants, les cantines. Actuellement, la capitale a un ticket de transport unique à 29 € par mois et elle vient de lancer un pass culture de 50 € pour les jeunes qui inclut l'accès aux boîtes de nuit. Bonjour Stéphane Zeindorf. Bonjour Hélène. Le DFI est installé à l'autre bout du pays, dans le Bade-Württemberg, un land qu'on présente souvent comme l'anti-Berlin. Comment est-ce qu'on voit la capitale depuis Ludwigsburg ? Il y a une fascination tout d'abord. C'est beaucoup de jeunes, notamment ceux qui ont fait des bonnes études et tout ça, ils vont là-bas. Comme on monte à Paris, on va à Berlin maintenant. Tu n'as pas uniquement ceux qui veulent faire une carrière politique ou administrative, tu as aussi les créatifs, les artistes et tout ça qui sont attirés justement par ce côté pas abouti de Berlin où beaucoup de choses sont possibles aussi puisque ça donne une certaine liberté, une certaine ouverture. On a besoin de beaucoup moins de moyens pour monter quelque chose, un projet artistique qu'à Stuttgart ou Munich ou Paris. Ah, donc bonne nouvelle, Berlin n'est pas forcément la risée du reste de l'Allemagne. Je m'attendais presque à ce que tu me dises que Berlin est vu comme une Babylone dépravée et dispendieuse. On peut sentir un début de fatigue quand on entend des choses comme des élections qui ont été faites et qui n'ont pas bien été faites, ou la question des loyers, ou l'accueil des réfugiés. Il y a beaucoup de choses qui exaspèrent quand même aussi. Et c'est même devenu un peu un élément de politique intérieure, puisque le ministre-président, évidemment conservateur de la Bavière, l'utilise régulièrement pour se démarquer et montrer comment il faudrait faire, comment il faudrait gérer. Oui, on y a encore eu droit après les dérapages de la Saint-Sylvestre à Berlin à cause des pétards et des feux d'artifice qui ont parfois visé pompiers et policiers. Tout ça sur fond de polémique sur l'immigration. Markus Söder a expliqué très doctement que ça ne pourrait absolument pas se passer en Bavière. Ach, ist doch wieder typisch Berlin. Ich glaube, sowas wäre in anderen Städten, zum Beispiel in Bayern, nicht passiert. Bon, en l'occurrence, il y a eu des dérapages de ce type un peu partout en Allemagne cette nuit-là. Mais là où Markus Söder peut marquer des points, c'est que Berlin vit largement au crochet du reste du pays. La capitale, on l'a dit tout à l'heure, était soutenue, subventionnée pendant la guerre froide. Et ça continue en fait aujourd'hui avec un système de redistribution fédérale entre les Länder allemands. Et donc on soupçonne que c'est toujours de là que vient ce peu d'entrain de Berlin de changer la chose. En même temps, on a vu dans le système allemand fédéral où il y a donc une redistribution de fonds entre les régions plus riches vers les régions plus pauvres. Une fois qu'on est une région qui reçoit des fonds, c'est très difficile de s'en sortir et de s'en affranchir. Et la plupart du temps, une fois subventionné, on reste subventionné. C'est le cas de Berlin, en tout cas. La Bavière est l'exemple que ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Touché durement par la fin de l'agriculture dans les années 50, 60 et aujourd'hui parmi les régions les plus riches qui doivent soutenir et payer pour les autres. Alors ce dimanche, on vote à nouveau pour les mairies d'arrondissement, également pour le Land, le Sénat qui dirige la ville-État. On revote aussi dans quelques circonscriptions pour les députés du Bundestag, car ce scrutin-là, il avait lieu en parallèle le 26 septembre 2021, mais visiblement, il a été entaché de moins d'irrégularités, sans que personne ne comprenne d'ailleurs exactement pourquoi et comment. Enfin, c'est comme ça. Stéphane, est-ce qu'il faudra accorder de l'importance aux résultats dimanche soir ? Est-ce que cela nous dira quelque chose de l'Allemagne de 2023, des équilibres politiques ? Ou bien est-ce que c'est pas du tout transposable et qu'on aura juste de la politique locale valable pour Berlin ? C'est la question à 100 000 €, évidemment. Tous ces scrutins régionaux, c'est toujours les deux. Est-ce que c'est la politique nationale qui s'y reflète et c'est un test sur la popularité du gouvernement national, ou est-ce que c'est des sujets régionaux ? Là, à Berlin, c'est tout d'abord le scrutin régional avec des sujets de la ville de Berlin, puisque c'est là où ça n'a pas marché. Et puis, la maire SPD, Franziska Giffey, elle a quand même un peu du mal à expliquer en quoi toute cette affaire des élections qui n'ont pas été faites dans la règle, ça ne revient pas vers elle. Alors derrière, il y a aussi l'aspect de politique nationale, puisque ça reste quand même la capitale de l'Allemagne. On ne peut pas faire comme si c'était une autre planète. Scholz, il a participé lui-même un tout petit peu, mais quand même, dans cette campagne. Et on verra s'il n'y a pas aussi une exaspération qui touche autant la maire sortante que le gouvernement actuel, donc Scholz et ses ministres. Berlin, c'est aussi un fief des Verts. On a quelques bastions purs et durs qui sont encore vraiment beaucoup sur la ligne antimilitariste des débuts. Là, quand on regarde les sondages, on voit que le parti est en repli. Est-ce que tu penses que les électrices et les électeurs de Berlin cherchent indirectement à sanctionner
les ministres verts du gouvernement, qui, on l'a beaucoup dit dans le podcast, ces derniers mois ont fait des spectaculaires retournements en soutenant l'envoi des armes en Ukraine, le recours au gaz naturel liquéfié, et je ne parle même pas du charbon. On a eu là, en janvier, il y a quelques semaines, l'évacuation spectaculaire du village de Lützerath au profit de l'exploitation du lignite en Rhénanie. Et les Verts sont en partie tenus responsables de cette décision. Difficile à dire, les derniers sondages et puis aussi les focus group, les entretiens qualitatifs, ils montrent que notamment pour les électeurs proches des Verts, ce seraient plutôt les sujets locaux de Berlin qui les préoccupent, les couloirs à vélo, les questions de trafic, d'éducation. Ce n'est pas à l'abri d'une surprise. Il y a, comme tu dis, les purs et durs, mais il y a aussi ce qu'on appelle à Paris les bobos verts, aisés, des familles couche moyenne ou en moyenne supérieure, et qui seraient aussi prêtes à voter CDU, bizarrement. Ce n'est pas exclu. Donc, suspense, on ne sait pas, tout est ouvert avant ce scrutin. La CDU, justement, parlons-en. En tête à Berlin. Grosse surprise, ça n'est pas arrivé depuis 22 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau national également, la CDU creuse l'écart dans les sondages. Les conservateurs, premier parti d'Allemagne de facto en ce moment, tandis que la majorité au pouvoir perd du soutien parmi la population, avec seulement 52% de gens qui se disent encore satisfaits. Oui, il y a un début de mécontentement, plutôt de questionnement sur ces hésitations du gouvernement d'Olaf Scholz. Je ne sens pas que ce questionnement aille vraiment déjà en faveur des conservateurs. Friedrich Merz, leur prochain candidat probablement, qui est le chef du groupe au Parlement national, au Bundestag, se donne beaucoup de peine pour être audible, pour tenir tête à Olaf Scholz. Ça ne marche pas toujours. Il a plusieurs fois dérapé ou presque dérapé, donc ça lui est retombé dessus. Et sur le fond, il est difficile de concevoir une autre politique allemande vis-à-vis notamment de l'Ukraine actuellement. Sur la question de la livraison d'armes, le fait que ça traîne, que c'est long, que c'est difficile, oui, on trouve que ce n'est pas une très bonne communication, mais en même temps, on sent dans la population une compréhension que c'est des questions très difficiles et qu'il n'y a pas de réponse vraiment facile et que peut-être finalement réfléchir un peu plus longtemps, c'est la bonne attitude de la part du chancelier et notamment on y est reconnaissant qu'il a réussi à garder les Américains à bord, qu'il les a pratiquement obligés, c'est l'impression qu'on a gardé, de livrer eux aussi des chars de combat. Donc là finalement il y a un retour de bâton et on trouve qu'il a bien négocié et que c'était important de garder les Américains avec nous. Merci beaucoup Stéphane Seidendorf et merci encore à Christophe Bourdoiseau. Si vous passez à Berlin en touriste, faites-lui signe pour une visite. Et d'ici là, vous pouvez toujours aller écouter ses chansons en streaming sur Internet. Pour finir, je vous donne tout de même mon point de vue sur Berlin. Pourquoi je reste, malgré tout ? Parce que cette ville, elle est ingrate, elle se mérite, me touche par sa capacité de résilience, d'improvisation, son grand esprit libertaire et solidaire quand on cherche bien. Merci à Aloïs Kérek pour la musique, à David Philippot pour le reportage, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald!